Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de faire avec vous une petite vidéo posée, au calme, où on va un petit peu discuter de mes séries préférées. Parce que c'est vrai que depuis l'existence de cette chaîne, j'ai très peu parlé de séries télé avec vous. Alors que les séries télé, j'adore ça. Oui. Alors voilà, aujourd'hui on va prendre le temps de revenir sur mes 10 séries préférées. Bien sûr, j'en aime d'autres, j'en aime pas que 10, vous vous en doutez. Mais c'est vraiment, quand on fait le tri, les 10 séries que je préfère dans toute ma vie. Je vous propose tout de suite de commencer par le numéro 10, Ozark. Alors Ozark, c'est une série Netflix qu'à la base j'avais pas du tout envie de regarder. C'est un drama un petit peu sombre, un petit peu mafieux, avec Jason Bateman, un acteur que j'aime bien dans le registre de la comédie, et qui là se retrouve dans un contre-emploi total. On a aussi l'actrice qui joue sa femme, je me souviens plus de son nom, mais elle jouait la femme de Jim Carrey dans Truman Show. C'est une excellente actrice. Et le pitch nous raconte l'histoire d'une famille qui déménage dans les Ozarks avec 8 millions de dollars en liquide appartenant à la mafia, et dont le père a 2 mois pour les blanchir, sinon toute sa famille se fait buter. Niveau enjeu, ça se place là. C'est une série très sombre, avec une esthétique très bien léchée et une ambiance très particulière, ça vaut le coup. Il y a de l'évolution, il y a du suspense, il y a des personnages très intéressants et passionnants. Ozark, c'est une série que j'adore. C'est vrai que la saison 2 était un petit peu en dessous de la saison 1 selon moi, mais ça reste une série d'excellente facture, donc je vous conseille Ozark, et nous passons tout de suite au numéro 9, Daredevil. Et oui, on reste dans Netflix, et même si je pense que la plupart d'entre vous connaissent Daredevil et ont déjà vu les 3 premières saisons, j'ai quand même envie de parler de cette série parce qu'elle est ouf. Ça fait des années qu'on se tape des séries de super-héros où on a 22 épisodes, 24 épisodes par saison, avec un méchant à chaque épisode, ou à la rigueur, de temps en temps, un méchant qui reste pour 2 ou 3 épisodes. Daredevil a pris le contre-pied total de ça. Ils ont décidé de découper la série en 13 épisodes, et ces 13 épisodes nous racontent un film de 13 heures. C'est incroyable. Wilson Fisk, le grand méchant, je ne le présente plus, il est magnifiquement bien interprété par Vincent D'Onofrio. Charlie Cox, l'acteur qui joue Daredevil, est excellent aussi. Les scènes d'action sont complètement folles. L'intrigue évolue constamment, et je dis ça dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est pas une série qui prend 1000 directions différentes, c'est une série qui propose beaucoup d'évolution dans son intrigue ou dans les développements des personnages. Pour moi, ça le fait de bout en bout. Les 3 saisons de Daredevil sont complètement malades. C'est vrai que la fin de la saison 2 et certains passages de la saison 3 n'étaient pas vraiment ouf. Mais par rapport à Arrow, par rapport à Gotham, par rapport à Smallville, par rapport à toutes ces séries que beaucoup de gens regardent, auxquelles j'ai essayé de me mettre et ça n'a pas marché, Daredevil, c'est oui les gars. Numéro 8, Peaky Blinders. Peaky Blinders, ça, je suis assez fier de dire que je connaissais avant tout le monde. C'est-à-dire que moi, dès que j'ai un petit peu de temps libre, je vais sur les sites de téléchargement et je recherche un petit peu toutes les nouvelles séries, etc. Et figurez-vous que Peaky Blinders, saison 1, épisode 1, j'étais au rendez-vous parce qu'il y avait Cillian Murphy. Cillian Murphy, c'est un excellent acteur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a joué l'épouvantail dans la saga Batman, il a joué un méchant dans un film de Wes Craven complètement ouf, Red Eye. C'est un acteur qui est un petit peu dans la même veine que Gary Oldman, c'est-à-dire qu'il peut absolument tout jouer et le faire à la perfection. Peaky Blinders, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, ça nous raconte l'histoire de la famille Shelby juste après la Première Guerre mondiale. La fratrie est de retour à la maison et décide de mettre un petit peu de peps dans toutes les affaires de business que la famille gère. Ce qui fait que cette série commence avec une petite famille de mafieux qui essayent de faire quelques petits billets dans la ville de Birmingham, à la saison 4 où c'est quasiment la plus grosse famille de mafieux anglais. Ce qui n'est pas rien. Cette série dispose d'une bande originale incroyable, d'acteurs complètement ouf, de décors tous plus invraisemblables les uns que les autres. On n'est pas dans une ambiance à l'ancienne qui essaye de montrer que tout était propre, que tout était clean. Les décors sont très sales, les vêtements des personnages sont sales. Les personnages ont souvent la peau des mains et la peau du visage un peu noire parce que, effectivement, à l'époque, la ville était sale et du coup, les gens ne vivaient pas dans la propreté la plus totale. C'est une série avec beaucoup de meurtres, avec beaucoup de suspense, avec énormément de rebondissements. Il y a Tom Hardy qui arrive, je crois, à partir de la saison 2. Dans la saison 3 ou la saison 4, nous avons le grand Adrian Brody. Peaky Blinders, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui trouvent que ça a baissé en qualité depuis la première saison. Je les comprends, mais je peux pas non plus dire que je suis d'accord parce que Peaky Blinders reste une série de qualité incroyable. Alors foncez. Et passons tout de suite au numéro 7, Westworld. Ah, Westworld, ça c'est un truc de fou.
Ça, Westworld, pour moi, c'est un truc de fou. Je ne suis pas du tout un passionné de science-fiction, il faut le savoir. Moi, de base, la science-fiction, je suis un peu étranger à tout ça. C'est pas vraiment mon délire. Mais Westworld, c'est une œuvre qui va bien au-delà de la science-fiction. C'est comme si on disait que Jurassic Park était uniquement un film de science-fiction, alors que c'est un film qui brasse tout un tas d'autres thématiques. C'est exactement la même chose pour Westworld. Cette série nous raconte l'histoire d'un parc qui est habité par des cyborgs et dans lesquels des touristes assez riches viennent pour pouvoir revivre comme dans une certaine époque. L'époque principale qui est visitée, c'est le Far West. Du coup, on a ce monde peuplé d'androïdes et au final, on peut faire ce qu'on veut, que ce soit une quête principale, une quête annexe, une quête secrète, rester au bar, aller voir les prostituées, on peut faire absolument ce qu'on veut, on peut tuer qui on veut, à part les humains bien entendu, et bien sûr les cyborgs ne peuvent pas du tout nous faire de mal. Sauf que les cyborgs vont commencer à prendre conscience de leur état et à se rebeller. Et bah c'est génial. Westworld est une série qui est quand même un petit peu compliquée à suivre de par toutes les thématiques complexes qu'elle comprend et de par sa narration qui est explosée. Complètement explosée. La narration de Westworld est faite pour que chaque saison doive être vue 2 fois afin d'être réellement comprise, car un élément qu'on va nous mettre en tout début de saison, qu'on pensera totalement anodin, à l'épisode 13, à l'épisode final, on se rendra compte que c'était sur cet élément que toute la thématique de la saison s'est jouée. Donc voilà, je pense que j'en ai déjà dit pas mal sur Westworld, passons tout de suite au numéro 6, 24 heures chrono. Jack Bauer les gars, Jack Bauer. Alors pour la petite anecdote, j'ai regardé cette série très tard, je l'ai rattrapée je crois il y a 4 ans ou 5 ans, parce que j'ai un pote qui est absolument fan et qui me disait mais comment ça, tu aimes les séries et tu n'as jamais regardé 24 ? T'es obligé. Du coup au début j'y suis allé un petit peu à contre-cœur, parce que bon, se rattraper une série avec 8 saisons de 24 épisodes et une saison bonus de 12 épisodes, ça faisait un peu beaucoup. Sauf que, arrivé à la moitié de la première saison, j'étais absolument fan du personnage de Jack Bauer interprété par Kiefer Sutherland. Alors 24, pour ceux qui connaissent pas, ça raconte du coup l'histoire de Jack Bauer qui est un agent de la cellule antiterroriste et qui a 24 heures pour contrecarrer une menace terroriste alors ça peut être bactériologique, ça peut être une bombe, ça peut être essayer d'assassiner une personnalité et cette série est loin d'être fainéante. Chaque épisode qui est raconté en pseudo-temps réel, parce qu'en réalité les épisodes durent 40 minutes donc c'est pas du vrai temps réel, cet aspect arrive à être maîtrisé à la perfection, on en vient à y croire, à être à fond dans le chrono qui tourne, et on a beau savoir que Jack Bauer s'en sortira à la fin, on se demande toujours mais comment est-ce qu'il va pouvoir se sortir de cette situation. Il arrive toujours à se retrouver dans la merde, il arrive toujours à être badass, à être dangereux, parfois à faire le mal pour faire le bien. Jack Bauer est un personnage totalement incroyable. Je crois que c'est l'une des séries que j'ai vues dans ma vie qui est le mieux écrite réellement. 24 heures chrono, c'est loin d'être pan-pan, on n'aime pas les arabes. C'est pas ça 24 heures chrono. 24 heures chrono, ça te raconte l'histoire d'un homme seul, avec sa paire de couilles, avec son gun, qui essaye de faire le bien. Et il y arrive. Et il y arrive bien le bourre. Sans oublier que je crois que j'ai jamais vu des cliffhangers aussi impressionnants que dans cette série. Bref, 24 heures chrono est un petit bijou. Regardez-la si vous ne l'avez pas vu. Regardez au moins la première saison. Vous allez voir, à la fin de la première saison, vous aurez envie d'enchaîner avec la deuxième. Et puis comme je l'ai dit, c'est une série qui a 9 saisons en tout. Donc on a le temps de voir le personnage de Jack Bauer évoluer et vieillir. Ce qui fait qu'on se sent encore plus proche du personnage parce qu'on le suit avec les années. Et on le voit devenir de plus en plus badass, de plus en plus sûr de lui. Et croyez-moi, le Jack Bauer de la saison 9 ou de la saison 8, c'est pas celui de la saison 1, les gars. Croyez-moi. Enfin bref, ça c'était mon point de vue sur 24 heures chrono. Passons tout de suite au numéro 5, The Get Down. The Get Down est une série qui nous raconte la naissance du mouvement hip-hop à New York, plus précisément dans le Bronx, à la fin des années 70, en 1977 plus précisément. Et là, je vous le pitch comme ça, vous vous dites « Ah, c'est une série historique, ça va pas être très intéressant ». Pas du tout. Pas du tout. Dans The Get Down, nous suivons un groupe de jeunes adolescents qui ont entre 16 et 18 ans, qui se prennent d'amour pour cette culture hip-hop et qui décident de monter un groupe, les Get Down Brothers, pour essayer de percer dans le rap. C'est génial. The Get Down est une comédie musicale, mais c'est pas une comédie musicale où d'un seul coup, tout va s'arrêter alors qu'on est au resto et tout le monde va monter sur les tables pour danser. C'est une comédie musicale dans laquelle, quand les personnages chantent,
Ils chantent pour de vrai. C'est pas ah je m'en vais, je suis triste, va-t'en loin de moi. Quand les personnages sont en train de chanter, ils sont réellement en train de chanter, soit sur scène, soit pendant une audition. The Get Down possède des numéros musicaux d'une qualité que j'ai rarement vue. Elle possède un message lourd de sens sur les inégalités qu'on peut trouver aux États-Unis. Et elle possède aussi bien sûr une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'être un artiste et qu'est-ce qu'on peut attendre de moi en tant qu'artiste. C'est une série qui est géniale, ça bouge de partout, ça danse de partout. Il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a du drama, il y a des personnages creusés. The Get Down, je sais pas quoi vous en dire, je peux pas faire très long en parlant de The Get Down. Ce que je peux rajouter, c'est que la série a été annulée. Allez, pédé ! Et que ça me rend très triste. Ça me rend très triste parce que moi, j'aurais bien voulu voir le personnage d'Ezekiel évoluer un peu plus que ça. Mais honnêtement, même si c'est une série annulée, croyez-moi, elle vaut le coup. Et si on passait au numéro 4, True Detective. Alors True Detective, je suis un peu le cul entre deux chaises à son sujet. Je vais essayer de vous la pitcher parce que effectivement c'est un petit peu particulier comme série, c'est-à-dire que chaque saison possède son histoire avec ses personnages et son univers. Il y a 3 saisons de cette série qui sont sorties. La saison 1 est un bijou. Et c'est particulièrement de cette saison 1 dont j'ai envie de vous parler. Parce que oui, la saison 2 c'était plutôt un mauvais souvenir, et que la saison 3 est en cours de diffusion, donc je peux pas réellement vous donner mon avis dessus. Quoique, ça t'intéresse une critique toi sur la saison 3 ? Dis-le moi en commentaire. True Detective saison 1 nous raconte l'histoire de 2 flics qui enquêtent sur le meurtre d'une prostituée, et la particularité de cette enquête c'est qu'elle se déroule sur 3 époques différentes. La première époque c'est en 1995, avec la découverte de l'enquête, etc. Ça, soi-disant résolution. Ensuite, on passe en 2002 où on se rend compte que ce qu'on croyait être vrai ne l'était peut-être pas tout à fait. Et ensuite, en 2012, quand les personnages se font réinterroger sur les événements qu'ils ont vécus en 1995 et 2002. Ça déjà, c'est un tour de force pas possible d'avoir réussi à nous caler une saison avec 3 époques différentes qui se répondent les unes aux autres et qui sont tellement bien gérées. C'est incroyable. True Detective est un bijou de narration comme j'en ai vu très peu dans ma vie. Les personnages sont creusés. Matthew McConaughey, avec sa voix et son jeu si particulier pour le rôle, est devenu instantanément culte grâce à ce personnage. Woody Harrelson, je le présente pas. Et croyez-moi, l'enquête policière vous scotchera à votre siège. Après, effectivement, True Detective, c'est un petit peu comme 24 heures chrono, c'est-à-dire que il faut à peu près attendre la moitié de la saison pour que ça décolle réellement. Et la saison, elle dure 8 épisodes, oui peut-être. Sauf que l'enquête, elle piétine au début, les gars. Au début, les gars, ils galèrent. Ils sont là, ils vont dans des bars, ils interrogent des gens, ils enquêtent, ils trouvent rien, ils piétinent. Et ce n'est qu'à partir de la fin de l'épisode 3, milieu de l'épisode 4, que là, ils ont une vraie piste solide et que les vrais bails commencent. Et croyez-moi, quand les vrais bails commencent, les vrais bails commencent. Donc voilà, si vous voulez regarder True Detective, je vous invite très fortement à le faire. La saison 1, c'est 8 épisodes de 1 heure, c'est 8 heures, c'est un film de 8 heures, tout simplement. De toute façon, vous allez voir l'esthétique de la série, vous allez entendre les premiers dialogues. Sachez que l'enquête piétine, mais même si l'enquête piétine, normalement, vous serez mordu. Normalement. Est-ce que ce serait pas l'heure du numéro 3 ? Numéro 3, The Leftovers. Ah, The Leftovers, vraiment, cette série je l'adore. J'en avais fait une critique aussi à l'époque, je vous mets un petit lien quelque part, allez voir ça. Et cette série m'a marqué réellement au plus profond de moi. Elle m'a choqué, elle m'a fait réfléchir, elle m'a vraiment retourné. C'est une série qui braque des thématiques tellement puissantes et tellement intéressantes que il est possible de passer à côté, mais si jamais on arrive à avoir la sensibilité nécessaire pour rentrer dans la série, on a tout gagné. D'ailleurs, pardon, j'ai oublié de pitcher légèrement The Leftovers. Ça nous raconte comment une société a évolué après avoir vécu un événement tout à fait anormal. C'est-à-dire qu'un jour, sans qu'on sache pourquoi, paf, il y a 2% de la population mondiale qui a disparu. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qui s'est passé, on n'a aucune explication. Et 2 ans plus tard, on va se retrouver dans un village, plutôt une petite ville des États-Unis, dans laquelle on va pas essayer de découvrir ce qui s'est passé, il n'y a pas un scientifique qui va se pointer, qui va avoir un indice, etc. Non. On est juste là pour voir comment la société a pu évoluer. Il y a une phrase dans ma critique que j'avais bien aimée, c'était « The Leftovers nous raconte comment une société normale peut devenir après avoir vécu un événement anormal ». Et c'est tout à fait ça. Et croyez-moi que The Leftovers, c'est choquant, c'est brutal, c'est très touchant, c'est incroyablement bien réalisé,
Les personnages sont écrits avec une main de maître, avec du cœur. C'est une série très touchante qui va essayer de creuser, de sonder, d'explorer l'âme humaine au plus profond de ce qu'elle peut avoir à nous donner. C'est une série qui possède uniquement 3 saisons, elle a été annulée après la 3e saison, enfin annulée pas vraiment, HBO après la saison 2 leur a dit bon les cocos vous pouvez faire une saison 3 mais ce sera la dernière, du coup ils ont conclu leur histoire à la fin de la 3e saison. Et c'est très bien comme ça, il n'y avait pas besoin de faire très long. The Leftovers, j'ai pas envie de vous en parler longtemps parce que c'est une série tellement abstraite et à la fois qui dégage et qui renvoie à des choses tellement personnelles que c'est très difficile d'en parler. Donc je vous invite surtout à la regarder et nous passons tout de suite au numéro 2, Six Feet Under. Bon alors Six Feet Under c'est une série assez à l'ancienne, je vais pas en parler très longtemps parce que je me doute que je vais pas donner à beaucoup d'entre vous l'envie de la regarder. Ce que je peux comprendre, elle a presque 20 piges la série. Sachez juste que c'est un petit peu comme Leftovers, c'est-à-dire que ça va nous raconter l'histoire d'une famille de croque-morts dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours. Et bah qu'est-ce que je peux vous dire à part que c'est super bien écrit, super bien interprété, et que oui, un peu comme The Leftovers, on essaye un petit peu de sonder l'âme humaine, on essaye un petit peu de comprendre qu'est-ce qu'il y a en nous, qu'est-ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, et jusqu'à quel point on peut essayer de se comprendre soi-même et de découvrir qui l'on est. La série possède une direction artistique qui certes n'est pas aussi folle que celle d'un Leftovers ou d'un True Detective, des astuces de mise en scène qui sont très intelligentes, des running gags qui fonctionnent pas trop mal, surtout en début d'épisode, et des personnages creusés comme Jaja. Vraiment les gars, si vous cherchez une série dramatique dans laquelle les personnages sont le mieux écrits possible, mais regardez Six Feet Under les gars. Regardez Six Feet Under, vous allez tomber de haut. C'est une série qui dure à peu près 5 saisons, donc elle n'est pas très longue, on a je crois 10 ou 13 épisodes par saison. La fin est bouleversante, les arcs de chaque personnage évoluent dans la série, les relations intrafamiliales sont loin d'être creusées en surface, bien au contraire. Et Six Feet Under, c'est une série que si vous regardez, vous ne vous en sortirez pas indemne, vous avez ma parole. Passons tout de suite au numéro 1. Breaking Bad. What else? What else les gars? Ceux qui me connaissent savaient déjà que j'allais dire Breaking Bad en numéro 1 avant de cliquer. C'était sûr. Parce que Breaking Bad, c'est l'une des séries que j'ai vues le plus de fois dans ma vie. Pareil que True Detective, je crois que je l'ai vu 5 ou 6 fois, dont une fois avec les commentaires audio, c'est vous dire à quel point je l'aime. Et True Detective, c'est un petit film de 8 heures, hein. Breaking Bad, c'est 62 épisodes. Breaking Bad, pour ceux qui ne connaissent pas, ça raconte l'histoire d'un professeur de physique-chimie au lycée, qui à ses 50 ans découvre qu'il a un cancer incurable du poumon. Du coup, pour pouvoir payer ses frais médicaux et pour pouvoir laisser de l'argent à sa famille après sa mort, il décide, avec l'aide d'un de ses anciens élèves, de fabriquer des amphètes et de les vendre. Incroyable! Et le showrunner de cette série a déjà plusieurs fois utilisé une expression que j'aime beaucoup pour décrire Breaking Bad, c'est Monsieur Chips qui se transforme en Scarface. Et c'est tout à fait ça. Vous voyez là cette image, c'est Walter White en saison 1. Walter White en saison 5. Vous êtes pas prêts. Breaking Bad est l'une des séries télé avec la mise en scène la mieux foutue que j'ai vue dans toute ma vie. C'est incroyable, les plans de caméra sont toujours recherchés. En plus, j'ai vu les making-of, je peux vous dire que les gars, ils ont vraiment bossé sur le visuel, ils ont vraiment bossé sur les décors, ils ont vraiment bossé sur l'écriture. Les personnages, ils sont tous plus incroyables les uns que les autres. Et que ce soit Mike, que ce soit Gus, que ce soit Jesse, que ce soit Hank, chaque personnage dans Breaking Bad brille. Après oui, voilà, ne croyez pas que c'est une série dans laquelle il va y avoir de l'action tout de suite. Parce que pour passer de Monsieur Chips à Scarface, bah il faut déjà être Monsieur Chips. Et dans la saison 1, bah Walter White, on va dire qu'il a un petit peu du mal à s'y mettre. Mais croyez-moi, quand Walter White s'y met, eh bah c'est pas dans la demi-mesure, hein. En plus de ça, Breaking Bad dispose d'un humour qui est très bien géré, qui n'occulte à aucun moment les passages dramatiques de la série, et qui fait de cette série télé un petit ovni comme on en voit très peu à la télévision. Alors regardez Breaking Bad, regardez aussi toutes les autres séries dont je vous ai parlé, mais regardez surtout Breaking Bad. C'est une série incroyable, vous n'allez pas en revenir, même si les premiers épisodes ou que les 2 premières saisons sont un peu lentes, croyez-moi, la promesse de la série de transformer Monsieur Chips en Scarface est respectée. Et quand Walter White est en mode Scarface, il est en mode Scarface.
Voilà, c'est tout pour moi, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Bon, c'est sûr que j'ai oublié quelques détails sur les séries, j'ai pas pu tout dire, j'y suis allé à l'impro. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à me dire en commentaire quelles sont vos séries préférées ou quelles séries dans celles que je vous ai données vous intéressent. Je vous invite aussi à partager, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!